Salut à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Garage, le magazine de tous les moteurs de Watch. Le Garage, c'est aussi 24h sur 24 sur le site watch.tv et via les podcasts sur iTunes et c'est gratuit. Vous nous suivez également sur les réseaux sociaux avec le hashtag le Garage TV et puis attention, la numérotation a changé sur certaines box. Alors Free c'est toujours 239, Orange 222 et Bouygues c'est passé sur 137, donc on reboot sa box pour avoir le bon canal. Au sommaire cette semaine, allez, un aller vers le nord en Norvège pour essayer le nouveau SUV Eclipse Cross de Mitsubishi. Ce sera aussi l'occasion de nous demander comment bien aborder la neige et pour cela nous ferons des tours par le circuit de glace de l'Alpe d'Huez et puis enfin c'est à la lisière des Alpes françaises que nous prendrons le volant de la toute nouvelle Alpine A110. Pour nous éclairer cette semaine nos deux compères et spécialistes, j'ai nommé Michel Holtz tout d'abord. Salut Michel. Salut les chefs d'atelier. Chef d'atelier, on a perdu en grade hein. C'est nous les tauliers, je te rappelle. Et avec nous sur ce plateau, Nico Edet. Salut Nico. Salut à tous. Allez, le garage ouvre ses portes dans une poignée de secondes. À tout de suite. Alors, le spécialiste du 4x4 qu'est Mitsubishi se lance dans le SUV compact quelques mois après son entrée dans l'alliance Renault-Nissan. Est-ce que ce SUV va pouvoir faire renaître un petit peu la marque sur le marché français ? On l'a essayé en Norvège dans la neige, on en reparle dans une poignée de minutes. Voilà, on l'a découvert pendant le salon de Tokyo dans le garage. On essaye aujourd'hui la Mitsubishi Eclipse Cross. Je suis avec David Koskas, fondateur du blog auto. Salut David. Salut Alex. David, encore un SUV, j'ai envie de dire. Comme nous disaient les gars de Mitsu, il y en a 23 par semaine qui sont présentés. Donc ça fait jamais que le 24e. Encore un SUV compact, 4,40 m. Un petit look de coupé, c'est ce qui fait un peu son originalité dans le segment. Voilà, c'est pas vilain. Voilà, je sais pas ce que t'en penses. Moi je trouve que c'est plutôt réussi. Je trouve, comme tu le disais justement, que dans un monde globalisé, c'est quand même rigolo de constater que le design reste finalement très localisé. Ouais. Et que nous viennent de l'Est des voitures qui sont très très typées, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Je pense au CHR, je pense que l'Eclipse Cross est un bon exemple, présenté comme un SUV coupé. Alors chacun appréciera la dose de coupé qu'il y a derrière cette voiture. C'est effectivement léger, ça part légèrement en biseau au niveau du pavillon, mais dire que c'est un coupé, c'est un peu exagéré. Mais je trouve ça assez réussi. Ouais, moi je trouve pas ça vilain non plus. Alors ensuite, on rentre à l'intérieur et là c'est pareil en fait, on est dans un univers très japonais. Maintenant ça m'évoquerait plus Mazda que Toyota ou Honda pour le coup, avec cet écran à la centrale situé un peu en hauteur, et puis une instrumentation finalement assez traditionnelle, assez conservatrice même, hein, avec cette instrumentation analogique. Voilà, le bloc de clim, on est dans quelque chose de très conservateur. Absolument, mon général, c'est chic, sobre et de bon goût. Il n'y en a pas trop. Je trouve que la qualité perçue est plutôt au rendez-vous alors que les matériaux n'ont rien d'extravagant. Ouais, c'est du plastique, hein. Faut pas chercher les matériaux nobles, c'est du plastique, mais bon, c'est à la japonaise, c'est bien assemblé, ça fait robuste. On se dit que ça devrait passer les années sans trop de problèmes et sans chichi, quoi. Voilà, on va pas chercher les inserts un petit peu trop chichi pompon, c'est propre. Cette voiture maintenant, moi je l'avais pas encore essayé. J'ai lu et écouté ce qu'en disaient nos confrères et globalement ils l'ont pas vraiment aimé. Je pense que ça tient à une chose essentiellement, c'est son couple moteur-boîte. On est sur un 1,5 litre turbo essence qui développe 163 chevaux, pas énormément de couple, 250 Nm.
transmission 4x4 permanente, ce qui est plutôt pas mal sur les routes sur lesquelles on est aujourd'hui. Mais voilà, cette boîte CVT a 8 rapports entre guillemets. Comme toutes les CVT, elle a jamais très bonne presse. Et en plus de ça, alors elle a un énorme défaut cette boîte sur un marché comme le nôtre en France. C'est qu'elle n'aide pas à l'économie et cette voiture est malusée, mais de façon assez importante. On est à plus de 3000 € je crois de malus sur cette version essence. Donc forcément ça va pas aider à la vendre, hein, David. C'est sûr. Alors c'est d'autant plus dommage, on parlera des prix ensuite, mais qu'elle est relativement bon marché, ouais. Donc ça vient alourdir la facture. Pour revenir sur la boîte, bon, c'est un point commun à toutes les CVT. La CVT n'aime pas la pente. Clairement, voilà. Dans la descente ça va. ou sur du plat ou sur des légères montées, on n'en ressent pas trop les désagréments, mais c'est vrai qu'on vient de sortir d'une ascension de col là et c'est quand même relativement douloureux. Cette voiture qui est bien insonorisée, tout d'un coup elle devient très bruyante, la consommation s'envole, mais c'est propre à tous les CVT. Et justement on pourrait se demander dans quelle mesure finalement cette transmission nouvelle vient pas sauver un petit peu tout ça. Oui, exactement. Alors, quand on dit transmission nouvelle, donc on va expliquer un peu de quoi on parle. Mitsubishi met en avant ce qu'ils appellent le SAWC, le Super All-Wheel Control, qui est un système de transmission intelligente qui va répartir le couple entre l'avant, l'arrière, la droite et la gauche également, en fonction également des modes de conduite. Là, on est en mode snow parce qu'on est sur des routes effectivement complètement enneigées. Et ça va permettre donc de toujours trouver le meilleur grip et la meilleure trajectoire, les meilleures aides à la conduite possible. Et c'est vrai que ça marche plutôt bien, franchement ça marche plutôt bien. C'est que de l'électronique, hein, évidemment, on n'est pas sur des systèmes mécaniques, mais c'est efficace. Et on l'a vu sur circuit où là on déconnecte complètement ces systèmes et on voit clairement la différence. Sur route, on n'a aucune appréhension en roulant avec ce SAWC enclenché. Donc ça sauve un peu le truc. Maintenant c'est vrai que sur ces routes là, David, on roule entre 60 et 80 km/h. Donc là aussi, la CVT n'est pas vraiment un problème. On a vitesse stabilisée, constante, et c'est comme ça finalement que se conduit une CVT. On va parler de la question cruciale de nos essais. Est-ce qu'on achèterait cette voiture? Elle est en entrée de gamme à 25 000 €. Donc on l'a dit, le malus va la faire monter à 28 000. C'est une voiture qui est plutôt bien équipée, qui a des avantages, une banquette coulissante. Il y a peu de voitures qui en ont dans ce segment. Il y a le Tiguan notamment qui en a une. Donc voilà, est-ce que malgré tout ce qu'on vient de dire, cette voiture serait sur une liste d'achat de SUV compact? Pour moi, oui. Ouais. Oui, parce que, bon, même si effectivement, tout le monde semble unanime sur ce point, on en voit énormément, on a un look SUV, mais on récupère quand même une bonne partie de l'ADN Mitsubishi, qui est quand même leader sur les transmissions intégrales, sur les 4x4 et sur finalement ces conditions de conduite un petit peu plus compliquées, à jeu égal avec Toyota dans une certaine mesure et puis Jaguar Land Rover. Donc on coche cette case SUV, on a un look qui est sympa. Moi j'aime bien ce look manga. Là on est vraiment dans du manga soft. Ouais, c'est ça. Donc c'est pas exacerbé, c'est pas le CHR, c'est quelque chose qui est assez moderniste, moi je trouve. Et pour un prix, somme toute, abordable. Alors Michel, toi, je sais d'avance ce que tu vas me dire sur le Mitsubishi puisque c'est un SUV, et je vais quand même te donner la parole tout de suite. Et au fait, salut Driss. Oh, salut, qu'est-ce que tu fais là? Ça va? Bon, allez, j'ai oublié de lancer Driss tout à l'heure. Il était pas là la dernière fois, j'ai été feignant, j'ai fait un copier-coller de mon lancement et il n'y avait pas de Driss dedans. Loin des yeux, loin du cœur. Ouais, c'est ça, loin des yeux, loin du cœur. Mais écoute, faut pas sécher les émissions comme ça. Donc Michel, Mitsubishi, alors marque qui est devenue un peu confidentielle en France après le succès des compacts, notamment dans les années 80-90. Je sais pas si toi tu as roulé dans cette voiture, mais est-ce que tu penses que ça peut aider la marque à se refaire un petit nom sur le marché français?
aucune chance qu'elle sorte de la confidentialité avec ça. Ouais. Bon, ça ressemble à quoi? Une Honda Civic avec des grosses roues. Elle est vendue en France dans une configuration qui la rend absolument impossible à vendre. C'est un moteur essence sur un SUV, malgré l'augmentation de l'essence, mais les SUV compacts se vendent toujours en diesel. En 2 roues motrices, elle en a 4. Elle a une boîte CVT, personne n'en veut. Enfin bref, je pense de toute façon que Mitsubishi France et son directeur Patrick Gouronec n'a aucun espoir dans cette voiture-là. Tout le monde attend, et eux en premier chez Mitsu, les premières voitures qui vont arriver avec l'Alliance. Et en plus, Mitsubishi est quand même le spécialiste mondial avec un très bon hybride rechargeable qui est le Outlander PHEV, qui est excellent, et ils arrivent pour le moment avec ce renouveau attendu avec ça. C'est juste improbable. Et ça peut être une bonne auto, mais c'est invendable. À 28 000 € le morceau avec un litre 5 turbo essence, 4 roues motrices et une boîte CVT, c'est pas possible. Alors on nous annonce un diesel qui doit arriver. Et il sera malusé autant, le diesel. Ouais. Le diesel aura autant de malus que l'essence. Donc... Si tu es en 2 roues motrices avec une boîte manuelle ou la nouvelle boîte Aisin qu'ils nous promettent, pourquoi pas? Ça peut être dans les clous. Parce que sorti de ça, c'est pas possible. Même le cousin du concessionnaire va pas l'acheter. Voilà, ça c'est fait. Nico, je te voyais un peu dubitatif. Qualité. Sauf que la qualité commerciale, elle l'a pas. Ouais, en fait, bon, en termes de design, c'est vrai qu'elle révolutionne pas non plus son milieu. On a un SUV de plus, elle est très japonisante dans le look. Par contre, il y a des côtés pratiques. C'est un peu plus qu'un CHR. Ou... Ouais, il y a une banquette arrière qui est coulissante. Il y a quelques trucs sympas dans la voiture qui sont quand même, qui sont pas forcément des habitudes du constructeur et pour le coup qui rentrent bien dans le marché. Après, c'est vrai que bon, on a le problème, c'est qu'on a les taxes en France. On est dans un pays qui taxe beaucoup, qui pardonne rien. En tout cas, dès qu'on n'est pas français et qu'on n'a pas la technologie qu'a les Français. Mais en fait, en taxant à peu près 95% du marché, finalement. L'effet taxe, bon, il va rapporter de l'argent à l'État, mais à un moment, il va plus servir à rien. Enfin, les gens vont savoir qu'ils vont devoir payer 1000, 2000, 3000 € de taxes, même sur une voiture ultra modeste qui consomme peu, mais qui consomme toujours le gramme de trop. Mais ce que disait Michel. Qu'est-ce que tu dis, Michel? Excusez-moi, il y a quand même au moins 25 concurrents à cette Eclipse, à peu près, et dont les 2 tiers ne sont pas malucés du tout et qui se vendent plutôt très bien. Elles sont pas malucées cette année, mais qui sait combien elles le seront l'année prochaine, tu vois. De toute façon, tout le monde va être malucé dès l'instant. On va basculer avec les nouvelles normes. Le WLPT, encore. Mais ils vont pas. Enfin, j'imagine. Il y aura des ajustements à faire, évidemment. Non, mais ils vont pas s'adapter au CO2. Ils vont pas adapter les normes de CO2. Faut pas rêver. Et on va tous être malucés sur toutes les voitures. Ça, je le vois arriver, mais gros comme une maison. Mais c'est un autre débat. Il parlait de prix, c'est vrai. Michel parlait de tarifs. Il est pas très cher pour une japonaise. Alors le problème, c'est qu'il faudra une version à moins de 25 en traction avec une boîte méca. Enfin voilà, c'est juste le titre. À 25 000 € avec une transmission intégrale. Il y a rien sur le marché en concurrence. C'est clair. Et même si tu rajoutes 3 000 €, il y a toujours rien en concurrence ou très peu. Très peu. Écoutez, vous rêvez les gars. Si tu as besoin d'un 4x4, Michel. En 4 roues motrices. S'il n'y a rien en face en 4 roues motrices et en boîte auto, c'est que les gens n'en veulent pas, tout simplement. Sinon, c'est pas un problème de les construire et ça existe en option. Moi, n'achète pas ça. Alors, évidemment, je dis pas que Mitsubishi va en vendre des wagons, je dis qu'ils vont en vendre quelques-uns à la montagne, quand même. Ouais. Non ? En démo. En démo. Il y croit. Bon. T'as des actions. Alors, on a conduit sur la... Ça vous aura pas échappé, on a conduit sur la neige durant cet essai. Oui. On sort d'un hiver un petit peu difficile, justement au niveau des conditions de circulation. On a fait un petit tour à l'Alpe d'Huez sur le circuit Evo Driver. On a demandé à un professionnel comment justement il fallait aborder cette conduite sur glace. On va regarder le sujet, il y en a pour 2 minutes et puis on se retrouve après. Qu'est-ce qu'on fait, Alex, aujourd'hui? Alors écoute, on est ici sur le circuit de glace de l'Alpe d'Huez. L'idée ici, c'est pas de faire des chronos, c'est pas de jouer au trophée Andros, mais c'est plutôt on va dire d'apprendre la base de la sécurité sur route enneigée ou verglacée. François, toi tu es un professionnel de la profession, moniteur automobile.
en gros, c'est quoi la base de la conduite sur glace ou sur neige? Alors la base déjà va commencer par équiper son véhicule. Le problème bien sûr c'est le coefficient d'adhérence. En gros on a une perte d'adhérence très forte et donc ce qui nous lie au sol sont les pneus. Donc il faut obligatoirement mettre des pneus type hiver. Des pneus adaptés. Voilà. Ouais. Ça c'est la première chose. Aujourd'hui les voitures ont des technologies embarquées qui sont des aides à la conduite et qui vont gommer un petit peu nos erreurs. Mais la règle de base c'est d'être très doux au volant, sur tous les instruments, pédales, volant. Et donc ne pas brusquer la voiture et aussi avoir comme d'habitude et souvent les yeux en anticipation. Alors ces aides à la conduite, on les connaît sur route sèche. Est-ce qu'elles se comportent différemment? Est-ce qu'il faut les aborder différemment sur une route enneigée ou verglacée? Alors pas du tout. Bien souvent il y a des soucis de compréhension, hein. Les concessionnaires vont nous dire vous allez déverrouiller l'ESP, l'antipatinage, quand il y a de la neige. Surtout pas. Surtout pas, parce que justement c'est notre garde-fou. Voilà. Sans rentrer dans la technique, sachez qu'une voiture, quand elle a une grosse perte d'adhérence en motricité, le moteur va commencer déjà à donner moins de puissance, et ça c'est régulé par les aides électroniques et aussi par des freins qui vont donc à la fin, plus de moteur et les freins sur la voiture n'avance plus. C'est le seul moment où on va déconnecter donc ce fameux bouton ESP. Ça gratouille le bonnet, c'est chaud. Alors, vous avez vu, on est donc sur le même circuit, le circuit du Trophée Andros à l'Alpe d'Huez. Sachez que c'est ouvert au public en saison. Il y a une société qui s'appelle Evo Driver qui permet de faire des tours de circuit, d'apprendre un petit peu à appréhender la conduite sur glace. Ça se fait à bord d'Audi, de voitures Audi en l'occurrence. Et c'est donc en saison à l'Alpe d'Huez sur le circuit du Trophée Andros. Voilà, on va rester pas trop loin de la montagne, Driss, parce que tu as pris le volant il y a quelques mois de ça déjà, de la toute nouvelle Alpine A110. Alors, le retour de la berlinette, qu'est-ce que Driss en a pensé? C'est un sujet qu'il a tourné avec l'ami Julien Marcos. On a donc la chance d'être au volant de cette nouvelle Alpine A110. Julien Marcos, mon ami journaliste. Salut Julien. Salut Driss, comment vas-tu? Bah écoute, ça va super bien. Super content donc d'essayer cette nouvelle voiture. Enfin. Parce que voilà, c'est une nouvelle voiture, vraiment. Et une nouvelle marque qui revient 20 ans après sa disparition. Une marque française donc, qui renaît de ses cendres, si on peut dire. Elle renaît, elle revient pour le plus grand bonheur des passionnés. Ouais, ça c'est un mot qui est important, hein, passionné. Hein, c'est quelque chose qui revient régulièrement. Alors, cette nouvelle A110, c'est une petite voiture. Hein. Alors, 4,18 m de long, 1,80 m de large. Donc, c'est vrai que ça reste très compact. 1,25 m de haut, c'est très bas. Donc, effectivement, on la voit, elle est bien assise sur la route, mais c'est vrai que c'est un gabarit qu'on n'a plus l'habitude de voir par rapport à un Cayman ou à un TT qui sont ses concurrents principaux. Elle fait petite, mais elle a quelque chose en plus quand même. Alors petite voiture compacte, mais pour autant dans l'habitacle on a de la place, hein, on n'est pas les trois. Ouais, Driss, on a pas mal de place, notamment la garde au toit, qui est plutôt bonne. La voiture est basse, on a dit, à 1,25 m. En revanche, on a une bonne garde au toit, un bon espace au coude. Et on a aussi des super sièges baquets quand même. On va y revenir. Hein. D'abord, on va peut-être rester à l'extérieur. Qu'est-ce que tu en penses toi du look de cette voiture? Alors, ce qui est super, c'est que donc cette A110 se base sur la A110 originelle des années 60 et elle reprend des éléments de style que tous les fans caractéristiques, comme ces 4 grosses optiques à l'avant. Ah, tu la reconnais de loin. Hein, alors, on la reconnaît de loin, on ne peut pas la louper. Bon, la couleur alpine, bien évidemment. La virgule sur les flancs. Le sigle alpine sur les ailes, un échappement central aussi comme l'originel. Donc vraiment il y a ce côté personnalité. On retrouve l'alpine que l'on aimait, que tous les passionnés aimaient, mais avec ce côté moderne aussi et qui est atypique, finalement qui ne ressemble à rien d'autre dans la circulation ou sur le marché. Et une sympathie
Elle attire une sympathie incroyable. C'est vrai, les gens klaxonnent, nous font signe. Tout le monde nous fait signe depuis ce matin, c'est exceptionnel. Alors, on revient à ce qui était de l'intérieur. C'est vrai que c'est épuré, mais en même temps, ça reste confortable. Hein. On pourrait la comparer avec une voiture qui a la même philosophie, c'est l'Alfa Romeo 4C. Oui. Pour autant, je trouve que c'est moins rugueux à l'intérieur. C'est confortable. C'est plus du tout le côté de la 4C qui est très épuré, très sobre, même dépouillé, très dépouillé. Lotus aussi c'est pareil, c'est également très dépouillé. Là c'est vraiment c'est une sportive mais avec ce côté quand même confortable, avec quand même des équipements. Alors on a une version de première édition qui est très bien équipée, qui sera uniquement destinée au lancement. 1955 unités. Toutes vendues déjà. Malheureusement. Et effectivement, on a des matériaux comme le cuir, comme l'aluminium. Alors donc cette voiture, elle a quand même une particularité, c'est qu'elle ne pèse que 1 tonne, 1080 kg. C'est pas grand chose. Hein. C'est un poids plume. Alors effectivement, c'est par rapport à ses concurrentes, on parlait de la TT et du Cayman, qui sont plutôt dans les 1400 kg, TS. Là, c'est vraiment très léger. 1400 kg pour la version sans option, 1103 kg je crois pour ce qui la version tout équipée, ce qui n'est rien du tout. Et ce qui permet d'ailleurs à Alpine de proposer des motorisations qui sont assez modestes par rapport à la concurrence. Exactement. Alors, ce gain de poids a été obtenu, tous les moyens sont bons, hein, vraiment pour gagner du poids. On a les sièges par exemple dont tu parlais tout à l'heure qui ne pèsent que 13 kg. Tu as les enceintes aussi, il y a un système audio focal avec des enceintes ultra légères. Ouais, en néodyme, c'est assez étonnant. On a pu les prendre en main hier. L'aimant est minuscule. Donc d'habitude une enceinte ça pèse pratiquement, c'est environ 1 kg. Là on est à 470 grammes par enceinte. On en a 2 plus 2 tweeters. Donc voilà, quand tu ouvres la portière, on s'est fait la remarque tout à l'heure, les portières sont ultra légères également. Ouais. C'est assez étonnant. Et finalement, ça se retrouve au niveau de la conduite parce que la voiture est vraiment super agile et vraiment très légère et très joueuse. Malgré, comme tu disais tout à l'heure, ce qui permet également, plutôt que malgré, d'intégrer un moteur qui ne fait que 252 chevaux, ce qui n'est pas énorme fondamentalement. Quand tu regardes la fiche technique, finalement, Driss, c'est que c'est un 4 cylindres 1800 turbo. Bon, tu peux te dire, effectivement, c'est un peu faible aujourd'hui. Et finalement, 252 chevaux, c'est pas mal. Mais tu te dis, la Porsche fait 300, est-ce que ça va pas être un peu juste? Mais au final, elle est tellement légère, le moteur a quand même du répondant. Et finalement, l'Alpine est plus performante qu'un Cayman sur un 0 à 100. C'est ça qui est le paradoxe finalement, c'est que la voiture, elle est ultra sportive. Elle est vraiment faite pour la conduite sportive. C'est une propulsion avec un moteur central arrière. La répartition des masses est parfaite avec 56% à l'arrière, 44% à l'avant. Donc vraiment un équilibre joueur. Mais il y a ce côté-là aussi confort. Et effectivement, la direction reste une direction qui est semblable à on va dire une bonne berline. La suspension est étonnamment confortable. Malgré le fait qu'on soit très bas et qu'on sente bien la route, pour autant c'est pas inconfortable. C'est pas du tout radical et pourtant on a emprunté des routes qui étaient assez dures, on va dire, assez sinueuses et la voiture reste très confortable. Donc finalement il y a un compromis qui est fait effectivement entre l'efficacité pure, mais malgré tout le confort quand même pour un usage quotidien. Il chante ce moteur. Il chante et je suis vraiment satisfait par ça parce que c'est vrai que on reproche souvent aux 4 cylindres modernes turbo justement d'avoir un bruit totalement absent, une sonorité basique. Notamment les compacts aujourd'hui sportives n'ont pas une sonorité plaisante et là vraiment il y a eu un travail qui a été fait sur l'échappement qui est vraiment extraordinaire. Ce petit moteur il chante vraiment très bien. Et pas besoin d'enclencher la touche sport d'ailleurs, même en mode classique finalement, il accompagne bien la conduite, il participe bien au plaisir de conduite sans être, comme tu dis, trop intrusif dans l'habitacle. Il a juste ce qu'il faut. Quand tu accélères, les clapets, le sifflement du turbo pour te rappeler que tu as une voiture sportive, une voiture qui est différente, qui se distingue du reste de la production finalement. Tu achètes ou pas? J'achète, oui. Parce que tu n'as pas... Enfin, tu as ce côté-là rareté, c'est cette rareté que tu n'as pas sur les concurrentes de plus grande diffusion comme le Cayman et le TT. Et c'est une propulsion avec un moteur central arrière, tu as un moteur qui chante bien, tu as une ligne qui te plaît beaucoup. Et à conduire, c'est extraordinaire. Donc j'achète, oui, si j'avais les moyens. Tout est dit, écoute, on n'a plus qu'à faire le chèque. Merci Julien. Merci Driss.
Voilà, Julien, c'est un garçon qui est plutôt sur la réserve, qui aime bien les Porsche, et visiblement il a été emballé par l'Alpine, hein, Driss. Oui, lui, nous. Il a de quoi, Bah, franchement, ouais, on a croisé tout type de journalistes qui viennent du monde entier. On a croisé les Italiens qui sont pro Alpha, et notamment la 4C. Ils ont oublié la 4C. Ouais. Les Allemands ont oublié la 718 Cayman, qui est chiante à côté presque à rouler, tellement elle est sympa cette Alpine. Voilà, je te laisse continuer parce que là je te prends la parole. Oui, non, franchement, mais je trouve ça, c'est la surprise de l'année, quoi. Il y a le consensus, on chipote, on va dire qu'il y a un Komodo qui est emprunté à la Clio, enfin voilà, c'est le genre de défaut qu'on trouve à la bagnole, c'est dire. Ouais, c'est ça. Faut dire que c'est une voiture 100% alu, donc base, donc caisse aluminium, donc carrosserie plus châssis aluminium, à moins de 60 000 €, parce que c'est le prix, hein, on est à 58 500 pour le modèle d'entrée de gamme. Voilà. Aujourd'hui, trouve-moi quelqu'un qui fasse une voiture 100% aluminium. Ça n'existe pas. On a un piano d'écart entre un 718 Cayman et cette voiture. Hein. C'est 300 kilos, c'est énorme. Énorme. Oui. Michel, on va pas bouder de notre plaisir. Une sportive française, c'est même pas un cabriolet en plus. Une petite berlinette comme ça fait plaisir, non? Clairement. Ça fait quelques siècles que je fais ce boulot et j'ai jamais vu une unanimité pareille autour d'une auto. Que ce soit les Anglais, qui sont quand même réputés compliqués, toute la presse internationale, évidemment française, tout le monde est dithyrambique sur cette Alpine, mais j'allais dire heureusement, parce que quand même, Alpine telle qu'on l'a aujourd'hui, c'est un peu un accident industriel. Les débuts se passent quand même pas très très bien. Le directeur de la maison est parti, son adjoint est parti. On a une voiture qui a cramé sur un tournage des Anglais de la BBC de Top Gear et les livraisons se font vraiment au compte-gouttes. Quand Julien dans le sujet disait que les premiers exemplaires étaient tous commandés, sont tous partis, sauf qu'ils sont loin d'être tous livrés. Il y a un vrai problème industriel aujourd'hui chez Alpine. C'est bizarre quand même parce que Alpine c'est pas Tesla. Hein. Il y a un outil industriel, l'outil industriel de Renault derrière. Ouais. Hein. Et c'est fait à la main, apparemment, c'est compliqué, quoi. Arrive à livrer plus de Model 3 qu'Alpine d'A110. Bon. Et ça va devenir un peu compliqué parce que je pense qu'ils ont un programme de développement de prévu, avec peut-être un moteur plus gros, avec peut-être un SUV qu'on murmure ici et là. Il pourrait y avoir un SUV, mais il faut qu'il se réveille à Dieppe. Ouais. Ok Michel, donc unanimité sur l'Alpine. Je vous rappelle la numérotation des box: Free 239, Orange 222 et Bouygues 137. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve d'ici une semaine pour une nouvelle émission. Salut à tous.